l'Algérie se trouve à un tournant décisif de son développement économique en cette année 2023, avec des signes positifs perceptibles dans le paysage économique. Toutefois, il est essentiel de se pencher sur la manière dont on aurait pu améliorer davantage ces résultats, notamment en abordant des problématiques cruciales telles que l'inflation. La réduction de cet indicateur rouge est une étape essentielle pour assurer la stabilité et la croissance à long terme de l'économie algérienne. Mais comment peut-on y parvenir? Quelles politiques concrètes doivent être mises en place pour atteindre cet objectif? Alors que l'année 2024 se profile à l'horizon, il est impératif de considérer les perspectives et les projets qui s'offrent à notre pays. Dans ce nouveau numéro de votre émission Le Point VIP, nous allons explorer ces questions cruciales et examiner les moyens par lesquels l'Algérie peut non seulement consolider ses succès économiques actuels, mais aussi travailler en vue d'un avenir économique plus prometteur. L'analyse de l'avenir économique de l'Algérie, c'est maintenant, c'est ici, c'est Le Point VIP. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Point VIP. Une émission 100% digitale proposée par votre quotidien Al Watan. Ce vendredi, nous allons parler du présent et de l'avenir économique en Algérie. Pour traiter cette thématique, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous M. Abdelrahmi Bessaha, expert international en macroéconomie. Monsieur Bessaha, bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout un plaisir d'être avec vous cet après-midi et de discuter d'abord du présent et du futur de l'Algérie économique. Alors, Monsieur Bessaha, 2023 affiche déjà des résultats positifs, ou certains résultats positifs. Aurait-on faire mieux? Absolument. Alors écoutez, nous sommes la fin octobre, c'est-à-dire pratiquement à 2 mois de la fin de l'année. C'est effectivement le moment propice pour faire une rétrospective de ce qui s'est passé en 2023. Et les derniers chiffres que le Fonds monétaire international a produits dans le cadre de l'Assemblée générale Banque mondiale et Fonds FMI qui s'est passé au Maroc font apparaître effectivement un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques favorables. Prenons la croissance, 3,8, bien entendu tiré plus par le pétrole que l'hors pétrole. 3,8 est un taux de croissance qui se compare favorablement aux 11 autres pays pétroliers du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Le second indicateur qui est très favorable à l'Algérie, c'est aussi le très faible niveau d'endettement extérieur. L'endettement extérieur est à 1,4% du PIB. Le dernier indicateur qui est vert, bien entendu, c'est le niveau des réserves du pays, ce qui est important parce que le pays dispose d'une structure de balance du paiement qui est fragile, donc le niveau de réserve est important. Par contre, comme tout autre pays d'ailleurs, un certain nombre d'indicateurs sont un peu préoccupants, ne serait-ce que celui qui est relatif au déficit hors pétrole. Pourquoi? L'Algérie est un pays pétrolier, donc si on veut mesurer l'orientation et la viabilité de ses finances publiques, il faut se focaliser sur cet indicateur budgétaire, c'est-à-dire le déficit hors pétrole rapporté au PIB hors pétrole. On exclut le pétrole qui est un secteur volatile. Cet indicateur est quand même extrêmement élevé, il est d'à peu près, disons, il est de 36,2% du PIB hors pétrole. Or, pour un pays pétrolier, compte tenu de la durée de vie de ses ressources naturelles, la norme, ce serait de 12 à 13%, ce qui donne un peu la différence de l'écart entre ce qu'il doit être et ce qu'il est. Le deuxième, bien entendu, indicateur qui n'est pas surprenant, c'est l'indicateur de l'inflation. L'inflation est mondiale, elle est d'ordre structurel. Elle a commencé à la mi-2021. À fin 2023, l'inflation en Algérie devrait se situer à 9%. Ceci dit, il faut expliquer que l'inflation en Algérie n'est pas un indicateur du coût de la vie, ni un indicateur des dépenses de consommation. C'est tout simplement la variation du niveau général des prix entre la fin décembre de 2023 par rapport à la fin décembre de la période de référence qui est 2001. C'est tout, ça s'arrête là. Donc 9%, c'est quand même assez important. Ceci dit, l'inflation
je dirais avant, l'inflation a des causes diverses. Elle a des causes macroéconomiques internes, elle a des causes macroéconomiques externes, et elle a des causes structurelles. Alors, pour terminer sur ce point, ça, ce sont des performances macroéconomiques. Ça ne renseigne en rien en ce qui concerne la répartition du revenu national qui aurait été bousculée d'abord par la pandémie, de l'inflation structurelle et la faiblesse de la croissance. Même si 3,8% est un chiffre quand même qui est très favorable, il demeure bien en deçà de ce qu'il nous faudrait pour le futur pour créer des emplois. Vous avez parlé là tout de suite de l'inflation. Comment on pourrait faire ou quelles sont les actions à mener pour justement la prendre en charge, étant donné que c'est un indicateur rouge? Absolument. Alors l'inflation en Algérie est désormais n'est pas uniquement le résultat d'une demande excessive, mais il y a aussi des problèmes structurels relatifs à l'offre, à l'instar de tous les pays du monde, au vu de la désorganisation des chaînes d'approvisionnement. Donc, premier élément, il y a une demande, et nous savons tous que la demande est là, elle est plus forte que l'offre, dans la mesure où nous avons eu depuis des décades un écart entre l'offre et la demande. Deuxième élément défavorable, c'est bien entendu le taux de change, dans la mesure où nous importons un grand nombre de biens. Troisième élément défavorable, c'est le circuit de la distribution, qui est un véritable goulot d'étranglement, bien un facteur structurel. Donc les facteurs structurels pèsent désormais lourdement sur l'inflation en Algérie, ce qui veut dire que la reprise du contrôle, plutôt le retour à la stabilité, passe par des politiques qui vont s'étaler sur le moyen terme. Quelles sont ces politiques alors? Ces politiques, bien entendu, l'inflation n'est pas uniquement un phénomène monétaire, donc il faudrait renforcer la qualité de la politique monétaire, mais en même temps c'est un phénomène budgétaire, parce que le déficit budgétaire concourt au renforcement de l'inflation. Donc ça va être un mix de politique macroéconomique, politique budgétaire, politique monétaire, politique de change, pour reprendre le contrôle de l'économie, mais en même temps de l'inflation. Alors, 2024, ça approche, c'est dans 2 mois. Quelles sont les perspectives qui s'offrent à l'Algérie pour cette nouvelle année et quel projet pourrait justement porter l'Algérie? Alors, pour 2024, à politique inchangée, si les politiques budgétaires, si les politiques monétaires, si les politiques de change ne changent pas, il est clair que nous pourrions avoir le même scénario que l'année dernière, dans la mesure où le prix du pétrole reste stabilisé. Nous aurons donc des performances mitigées, un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques qui seraient favorables et un certain nombre d'autres qui seraient défavorables. Mais l'un dans l'autre, cela nous poserait des problèmes de croissance, cela nous poserait de nouveau des problèmes de chômage, cela nous poserait de nouveau des problèmes de pauvreté. Alors que faut-il faire? Et c'est à ce moment-là, je pense que l'Algérie devrait désormais, à mon humble avis, se donner une vision sur les 30 prochaines années. Pourquoi ne pas rêver? Pourquoi ne pas dire nous voulons conduire l'Algérie pour devenir un pays émergent dans le sens où nous aurons une économie plus intégrée, où le niveau de vie mesuré par le revenu par tête d'habitant passerait de 4 000 $ aujourd'hui à 12, 13, 14, 15 000 $. C'est faisable, à condition, bien entendu, d'atteindre ce rêve par le biais de stratégies décennales conséquentes, sur la base desquelles nous construirons des plans d'action sur 3 ans. Pourquoi 3 ans? 3 ans est une période assez courte pour pouvoir, bien entendu, faire une prospective, mais en même temps assez longue pour nous donner un peu de recul. Alors, allez-y, pardon, je vous ai coupé, allez-y. Donc justement, avant d'aller d'abord vers le rêve, vous avez parlé tout à l'heure de la réforme financière, réforme des finances, réforme des banques. Il y a une nouvelle loi qui est déjà là. Alors, les réformes, si on veut que l'Algérie devienne une nation émergente, et je suis persuadé qu'elle peut le faire, elle a les moyens, pour peu qu'on se donne cette feuille de route sur le long terme, cela impliquera d'une part des réformes pour stabiliser l'économie algérienne. L'économie algérienne est déstabilisée du fait que nous avons des finances publiques qui ne sont pas sous contrôle. Nous avons une inflation qui est très élevée.
Il est impossible de développer le pays si nous ne prenons pas en charge le problème du budget. Pourquoi? Parce que le budget, il est au cœur de l'activité économique. Il a des ramifications sur la politique de change, sur la politique d'investissement, sur la politique de l'impôt, sur la politique commerciale. Donc il faut mettre de l'ordre dans les finances publiques. Il faut mettre en place des politiques qui permettent de reprendre le contrôle des finances, de l'inflation. Mais aussi, il faut des réformes qui permettent d'accroître l'offre économique et aussi des politiques sectorielles qui permettent. Alors, 3 axes. Je reviendrai ensuite à la politique, aux réformes financières et monétaires. Premier axe, ce serait un axe de stabilisation. Il faut soigner l'économie algérienne. Il faut la remettre sur pied. Il faut créer des bases saines. Parce que si on n'a pas un budget sous contrôle, une inflation sous contrôle, un taux de change qui soit un taux de change d'équilibre, il est impossible de pouvoir faire des réformes qui portent et encore d'ouvrir la voie à la croissance. Donc il faut compléter ces réformes vis-à-vis de la stabilisation par des réformes structurelles qui permettraient d'abord d'ouvrir la voie aux investissements privés, d'accéder au financement, de nettoyer le secteur public, de réformer le secteur public, y compris le secteur bancaire, d'accroître le taux de participation des femmes pour avoir plus de main-d'œuvre et bien entendu pour renforcer la croissance. Il faut donc toutes ces réformes structurelles viseraient à améliorer l'offre et à donner à l'Algérie aussi sa compétitivité. Et dernier axe, c'est des réformes sectorielles qui cibleraient des nouvelles sources de croissance en misant sur le futur, le numérique, le vert, le bleu. Le numérique est un formidable vecteur de transformation de l'économie, de renforcement de la productivité. Les réformes monétaires et bancaires doivent faire partie de de cette stratégie globale. Il faut insister, madame, sur le fait que ces réformes doivent être menées de façon globale et cohérente, et non pas menées de façon ad hoc, ou bien suivant la procédure du stop and go, c'est-à-dire on fait des réformes, on s'arrête, on reprend. Ce sont des approches qui ne permettent pas aux réformes de se dérouler, de porter leurs fruits. Deuxièmement, les réformes doivent être suivies rigoureusement pour être mises en place et éventuellement calibrées. Pourquoi? Nous sommes dans un monde mouvant, que ce soit en Algérie, que ce soit à l'extérieur. Il faut donc que ces réformes soient suivies et calibrées en cas de besoin. Pour les suivre, il faut que le pays se donne, bien entendu, des outils, des instruments, mais surtout des instruments de pilotage. Il faut que l'économie dispose d'un cadre macroéconomique à moyen terme qui donne des objectifs macroéconomiques intérimaires. Il faut aussi se donner un cadre budgétaire à moyen terme de manière à ce que nous puissions étaler la dépense sur le moyen terme, et il faut coller à la dépense. Et il faut un cadre, bien entendu, des indicateurs qui puissent nous permettre de suivre la partie économique, la partie revenu national, la partie sociale, etc. Mais chose plus importante, toutes ces réformes doivent être obligatoirement accompagnées par un programme social qui visera à appuyer tous les secteurs vulnérables de la population, parce que les réformes laissent des gens sur la route. Il faut que ce programme social puisse les aider. Et dernier point, une politique de communication. Pourquoi? Parce qu'il faut expliquer aux gens ce qu'on fait pour susciter leur adhésion. Nous n'allons pas faire adhérer 100%, parce qu'il y aura des résistances aux réformes, mais la majeure partie de la population comprendra. Ça, c'est absolument important. Et du moins, les personnes qui vont faire preuve de résistance par rapport au changement, il comprendra, même s'ils font de la résistance, il comprendra réellement ce qu'on est en train de faire et ce qui se fait et la vision future. Est irréversible. Voilà. Alors en fait, vous venez de nous dire tout à l'heure aussi que 2050, que l'idée que l'Algérie devienne un pays émergent d'ici 2050 était faisable. Quelles sont aujourd'hui les actions qui pourraient être menées pour que ça soit réellement faisable? D'abord, il faut se donner une base doctrinale. Une base doctrinale, comme nos aînés
se sont donnés en 1962 à Tripoli, qui a donné une véritable stratégie à long terme à l'Algérie, que l'Algérie a appliquée. Il faut donc se donner une base doctrinale. Si on n'a pas le temps de faire une stratégie à long terme, on peut se donner une base doctrinale intérimaire. Ensuite, il faut se fixer des stratégies décennales pour atteindre progressivement ce rêve-là. Et dans le cadre de ces stratégies décennales, il faut mettre en place des plans d'action cohérents, globaux, pour qu'on avance sur tous les secteurs en même temps. Parce que les réformes vont être des réformes ambitieuses et assez dures. Assez dur, pourquoi? Parce que l'Algérie a reporté les réformes depuis de nombreuses années. Et les réformes, une fois qu'elles sont reportées, elles sont incontournables. Il va falloir les faire, mais il va falloir commencer par les réformes qui sont, je dirais, des réformes qui produisent des résultats rapidement. Et il faut les étaler dans le temps. Il ne faut pas faire du Big Bang. Le Big Bang ne marche pas. Il va falloir les étaler dans le temps. C'est pour ça que j'insiste, le suivi des réformes doit être très rigoureux. Et doit être carrément un suivi au jour le jour. Il faut que donc se donner une capacité technique pour faire le suivi de ces réformes. Et il faut se donner, je dirais, un édifice institutionnel. Il faudrait donc un comité technique qui réunisse la Banque centrale, le ministère des Finances, les grands ministères, qui fasse le travail de collecte d'informations et qui produise un tableau mensuel des indicateurs qu'il remettra à l'échelon politique, lequel prendrait des décisions pour calibrer, etc. Donc voilà un peu l'infrastructure qu'il faut se donner pour mener les réformes. Ce ne sera pas facile, mais c'est réalisable, c'est jouable, et c'est l'Algérie et la population algérienne qui gagneront. Donc finalement, il faut juste avoir de la vision et avoir du souffle pour pouvoir la concrétiser. Et les hommes et les femmes pour exécuter ça d'arrache-pied. Parfait. Merci beaucoup, M. Bessaha, d'avoir été parmi nous et de nous avoir éclairés. C'est ainsi que prend fin ce numéro dédié à l'économie algérienne, présent et futur. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine.